Ce soir, je peux annoncer au monde que ces frappes ont été un succès militaire spectaculaire. Les installations d'enrichissement nucléaire de l'Iran ont été complètement et totalement détruites. Est-on en train d'assister à un moment de bascule au Moyen-Orient? Madame, monsieur, bonjour. Les États-Unis ont frappé l'Iran la nuit dernière. 3 sites nucléaires ont été touchés. Donald Trump a envoyé les fameux avions B-2. Nous verrons quelles bombes ont été utilisées et avec quels effets. L'Iran a immédiatement riposté en envoyant des missiles sur Israël. Des deux côtés, les populations sont suspendues à cette question. Quelle tournure ce conflit peut-il prendre? Nous serons en direct avec Justine Jankowski à Washington et Michel Scott à Tel Aviv. Dans ce journal, nous reviendrons aussi sur cette affaire troublante de faux mariage à Disneyland. Le château avait été privatisé pour une fête, mais le parc a donné l'alerte en voyant arriver une petite fille de 9 ans et un homme de 22 ans. Et puis elle est de retour dans le ciel parisien. La vasque olympique s'est réinstallée pour l'été dans les jardins des Tuileries. Inauguration en fanfare hier soir pour la fête de la musique. Une édition 2025, vous le verrez, très suivie dans les rues. Donald Trump s'était donné 2 semaines de réflexion. Il a donc décidé de frapper au bout de 2 jours. Le président américain a donné l'ordre aux fameux avions B-2 d'aller cibler 3 sites nucléaires iraniens, ceux de Natanz, Fordo et Ispahan. Nous verrons dans un instant si ces installations ont été détruites. Benjamin Netanyahou, lui, n'a pas eu de mots assez forts la nuit dernière pour remercier son allié, Florence de Juvigny. 21h à Washington. C'est une alerte de Fox News. Selon une information du président des États-Unis, une attaque a eu lieu en Iran. Un peu plus tôt depuis la salle de crise de la Maison-Blanche, Donald Trump, casquette sur la tête, donne son feu vert. Des avions américains attaquent les 3 principaux sites nucléaires iraniens, annonce dans la foulée d'une opération réussie. Les forces militaires américaines ont mené des frappes de précision massives sur les 3 principales installations nucléaires du régime iranien. Une opération hors norme. Après des jours de flou autour d'une possible intervention américaine, décollage dès vendredi de bombardiers B-2 depuis la base américaine du Missouri. 37 heures de vol direct jusqu'à leur cible, Fordo. Enjeu majeur de l'opération. Installation souterraine, une centaine de mètres sous la montagne, hors de portée des bombes israéliennes. Puis les sites de Natanz et Ispahan. Visés par des missiles de croisière lancés depuis un sous-marin. Des cibles confirmées par des médias iraniens. À l'aube, aujourd'hui, les sites nucléaires de Fordo, Natanz et Ispahan ont été attaqués par les ennemis de l'Iran islamique, une attaque barbare. Pour quel résultat? Impossible encore de connaître l'ampleur des dégâts. Pas de hausse anormale de la radioactivité signalée. Ces images prises ces derniers jours montraient un balai de camions devant le site de Fordo. S'agissait-il d'évacuer de l'uranium enrichi? Discours officiel du régime, l'Iran n'entend pas se laisser déstabiliser. La République islamique d'Iran continuera de défendre son territoire, sa souveraineté, sa sécurité et son peuple par tous les moyens nécessaires. Côté israélien, une victoire totale. Dès le début de l'opération, je vous ai promis que les installations nucléaires iraniennes seraient détruites, d'une manière ou d'une autre. Cette promesse a été tenue. La riposte iranienne se cantonne à 7 heures au territoire israélien, mais Téhéran menace les Américains, je cite, de conséquences éternelles. Et on le disait à l'instant, la riposte iranienne ne s'est pas fait attendre. Plusieurs dizaines de missiles ont été lancés sur Israël avec des explosions entendues notamment à Tel Aviv, mais aussi dans le nord du pays. La population espère pourtant que l'intervention américaine mettra un terme à cette guerre qui dure maintenant depuis 10 longues journées. Reportage signé Charlie Nurel, Michel Scott et Thomas Misraki sur place. Au petit matin, les alertes retentissent dans le ciel d'Israël. Tirés de leur sommeil, les habitants se précipitent dans les abris. Il est à peine 7 heures du matin. L'Iran riposte et lance 40 missiles. Vous entendez les bombardements, tout ce qu'on subit? Qu'est-ce qu'on a fait dans le monde? Qu'est-ce qu'on a fait? On veut vivre comme tout le monde.
Puis l'heure de constater les dégâts. À côté de Tel Aviv, 2 immeubles résidentiels entièrement détruits, comme le constatent nos reporters sur place. Personne n'a de doute ici sur le fait que tout ça est la réponse aux frappes américaines de la nuit sur l'Iran. Les secours cherchent des disparus sous les gravats, au moins 20 blessés. À quelques mètres, l'effroi des habitants, certains sont contraints d'évacuer précipitamment. On a entendu l'alerte, on est descendu dans les abris et 5 minutes après, on a entendu un énorme boom. C'est notre jardin, c'est ici que le missile est tombé. C'est fou. D'autres explosions ont également frappé le centre du pays, faisant au moins 6 blessés. Ici, ce quartier résidentiel est méconnaissable. Sans les alertes, le bilan aurait pu être plus lourd. La majorité des blessés l'ont été légèrement seulement, parce qu'ils ont respecté les consignes et se sont réfugiés dans les abris. Et sur la route à Tel Aviv, ces écrans affichent « Merci, Monsieur le Président » avec le visage de Donald Trump, témoignent aussi du soulagement des habitants. C'est la plus grande aide que nous pouvions avoir dans la guerre avec l'Iran. C'est une bonne chose. Je pense que ça mettra fin à la guerre plus vite. Malgré tout, les habitants s'attendent à de nouvelles frappes dans les prochaines heures. Bonjour Michel Scott, vous êtes en direct d'Israël à Tel Aviv. C'est une victoire, on le disait, pour le Premier ministre israélien qui parle de tournant historique. Comment tout cela est-il perçu en Israël autour de vous ? Eh bien, écoutez, c'est en effet considéré comme un succès personnel pour Benyamin Netanyahou. C'est lui qui a voulu cette guerre, c'est lui qui a obtenu l'accord des services de renseignement, de l'armée pour la mener. Et puis, c'est surtout lui, donc, qui a réussi à entraîner les États-Unis dans ce conflit, ce qu'il souhaitait par-dessus tout. Alors, vous le savez, il a été décrié, contesté sur la scène intérieure après les massacres perpétrés par le Hamas le 7 octobre 2023. C'est donc une sorte de revanche pour lui aujourd'hui. Et pour l'instant, le Premier ministre israélien voit son pays uni derrière lui. C'est même une sorte de soutien sans faille à cette guerre menée par Israël contre l'Iran. Un sacrifice nécessaire, nous disent les gens, malgré les bombardements qu'ils subissent tous les jours, afin de bénéficier d'une sécurité définitive ensuite, pense-t-il. Merci beaucoup Michel pour cette analyse. En Iran, on imagine la panique qui s'est emparée de la population. Les habitants se sentent piégés par un régime des mollahs qui pourrait décider de continuer coûte que coûte. Le Quai d'Orsay a mis en place un dispositif à la frontière turque pour les ressortissants français qui souhaiteraient quitter le pays. Mathieu Desmoulins, Liseron Boudoul et Guillaume Vuitton. À la hâte, ces Iraniens ont emporté tout ce qu'ils pouvaient. Par dizaines ce matin au poste frontière avec la Turquie. Ils ont choisi l'exode. Les frappes américaines de la nuit ont achevé de les convaincre. Tout le monde veut partir, tout le monde veut fuir. Et ceux qui ne peuvent pas se permettre de partir se déplacent vers les périphéries. Il y a beaucoup d'angoisse ce matin chez ces Iraniens qui quittent leur pays. Et d'ailleurs, ils sont beaucoup plus nombreux qu'hier à venir ici, à ce poste frontière côté turc. Mais il y a aussi un sentiment de colère vis-à-vis des frappes américaines. Cette femme notamment vient de parcourir 800 km depuis Téhéran avec son bébé, la boule au ventre. Ma sœur est en Iran, ma famille est en Iran. Mort à Netanyahou, mort à Trump. Inquiétude aussi de la diaspora en France. Le réseau téléphonique en Iran étant régulièrement hors service. On dort très peu pour être au courant. Et après, le réseau ne passe pas très bien, on ne peut pas entendre très bien. Et lorsqu'en pleine interview, j'ai un appel. Allô? La liaison est enfin rétablie. Les messages sont lapidaires. Bon, c'est une nièce qui dit on est bien, voilà, c'est tout. Ça coupe après. Des communications régulièrement verrouillées par le régime pour masquer la peur des Iraniens encore sur place. Ces frappes ont clairement surpris tout le monde. Tout le monde craint ici une escalade avec la destruction des infrastructures du pays à court terme par les États-Unis, mais aussi par Israël. Face à ce risque, le ministère des Affaires étrangères conseille auprès de 1100 Français sur place de rejoindre les frontières turques ou arméniennes au plus vite pour pouvoir quitter le pays.
Alors revenons maintenant sur l'opération militaire en elle-même. Aucune armée au monde n'aurait pu faire ce que nous avons fait, a déclaré Donald Trump. Ces frappes sont-elles effectivement inédites et quel type de munitions ont été utilisées? Les spécialistes parlent d'une bombe capable d'atteindre des sites souterrains. Olivier Santiqui. La performance est d'abord celle d'un avion, le bombardier B2. Une aile volante de 52 mètres d'envergure, avec des armements en soute et une peinture spéciale pour échapper aux radars, sur lesquels il représenterait l'équivalent d'un moineau. Près de 2 milliards d'euros l'unité à la mise en service en 1997, ruineux. Mais pour ce prix-là, les États-Unis se sont offerts une autonomie virtuellement illimitée. Hier, il a fallu plusieurs ravitaillements en vol pour chacun des appareils engagés. On parle d'une mission de 37 heures contre l'Iran, ce qui est dans la moyenne haute, mais ce n'est pas non plus le plus long qui ait été fait jusqu'à présent. L'US Air Force évoque une autonomie de 50 heures de vol. Ils ont cette capacité à partir de chez eux, dans la base de Whiteman, qui est dans l'ouest du Missouri, aller bombarder n'importe où sur la planète et revenir se poser chez eux après être partis. Le concept porte un nom évocateur, domination aérienne globale, un apanage américain. Autre exclusivité, la bombe GBU-57 de Boeing. Aucun autre pays n'a développé d'armes conventionnelles aussi particulières. Donald Trump vient de parler de superbombe. Elle est toute désignée pour un site souterrain comme celui de Fordo. Sa particularité, elle n'explose pas dès qu'elle touche le sol. Par son simple poids, quand elle va être larguée de très haute altitude, elle va passer le mur du son, elle va s'enfoncer de plusieurs dizaines de mètres dans le sol et ensuite elle va exploser. Et si nécessaire, les Américains sont capables de faire rentrer plusieurs bombes les unes derrière les autres dans le même trou, si bien qu'on peut atteindre des profondeurs qui sont très importantes. 12 auraient été employés. Des monstres de près de 14 tonnes, dont 2,4 d'explosifs et de 6 mètres de long, en théorie capables d'atteindre 60 mètres de profondeur. Leur utilisation serait une première. Seule une autre version, moins perfectionnée, a été employée en Afghanistan. C'était en 2017. Et on va rejoindre Justine Jankowski à Washington. Bonjour Justine. Donald Trump a toujours dit et répété que les États-Unis n'avaient pas vocation à intervenir militairement au-delà de leurs frontières. Il est tout sauf un va-t-en-guerre. Pourquoi a-t-il changé d'avis sur le dossier iranien ? D'abord, c'est vrai qu'avec cette décision, Donald Trump trahit l'une de ses promesses de campagne. Souvenez-vous, il avait assuré à ses électeurs qu'il serait un président pacifiste. Mais voilà, depuis une semaine, la possibilité d'une intervention prenait de l'ampleur. On l'a vu d'abord lorsque Donald Trump a quitté précipitamment le G7 pour tenir une première réunion de crise ici à la Maison-Blanche avec ses conseillers. Objectif, évaluer toutes les possibilités, qu'elles soient militaires ou diplomatiques. Entre-temps, l'Iran a bien fait comprendre qu'il n'y aurait pas de reddition possible. Donald Trump a alors estimé que toutes les voies diplomatiques étaient épuisées, qu'il fallait venir au secours de l'allié historique des États-Unis, Israël, et porter un coup fatal au programme nucléaire iranien. Merci beaucoup Justine. En fin de matinée, Paris a réagi via son ministre des Affaires étrangères. La France est convaincue que le règlement durable de cette question passe par une solution négociée, a déclaré Jean-Noël Barrot. Des réactions internationales nombreuses, mais étonnamment timides au vu des enjeux. Est-ce à dire que le monde cautionne finalement cette action contre le programme nucléaire iranien? Bonjour Grégory Phillips. Bonjour. Que peut-il se passer désormais? Ces frappes sont-elles un coup d'arrêt à ce conflit ou au contraire le début d'une nouvelle escalade? Écoutez, tout dépend de Téhéran maintenant. Il y a plusieurs questions ce midi. D'abord, la capacité de l'Iran de frapper encore Israël avec des missiles balistiques. On les a vus ce matin. De combien de missiles l'Iran dispose-t-elle encore? Sans doute plusieurs centaines. Ensuite, quelle peut être la nature de la riposte? Il y a une éventualité, c'est que les Iraniens frappent les bases militaires américaines dans la région. 40 000 hommes. Si Téhéran fait ça, je pense qu'on part dans quelque chose d'incontrôlable. Il y a un troisième scénario possible, c'est des mesures de rétorsion économique, avec par exemple le blocage du détroit d'Ormuz par lequel transite 20% du pétrole mondial. Là, ce serait un geste extrêmement fort. Et puis il y a quand même un dernier scénario possible, c'est celui d'un retour à la négociation, peut-être via les Européens, peut-être via les Russes. Le ministre iranien des Affaires étrangères a dit tout à l'heure qu'il serait à Moscou demain pour rencontrer Vladimir Poutine. Mais en vérité, je pense que le chemin est extrêmement étroit entre une escalade totale et un apaisement via la diplomatie. Merci beaucoup Grégory pour ces dernières informations. Et puis je vous précise que ce soir, Emmanuel Macron tiendra un conseil de défense à 19h30 à l'Elysée. Voilà ce que nous pouvions dire à 13h sur ces frappes américaines sur 3 sites nucléaires iraniens.
On va totalement changer de sujet. Elle a enchanté nos nuits l'été dernier et enflammé les réseaux sociaux du monde entier. La vasque olympique s'est à nouveau élevée dans le ciel parisien. La mairie a décidé de la réinstaller au Jardin des Tuileries chaque été, et ce jusqu'au JO de Los Angeles en 2028. Ariel Camus, Jean-Pierre Ferret et Michael Merle. La vasque au-dessus des Tuileries. Et après 10 mois d'absence, toujours en forme olympique. À 60 mètres du sol, elle ferait presque de l'ombre aux autres monuments. Pour moi, on n'a pas pu venir pour les Jeux Olympiques, on voulait voir ça. Et vraiment, on est content de les voir. Ça me rappelle plein de souvenirs, des bons souvenirs des JO de l'année dernière. Et c'est chouette, je trouve qu'elle soit mise en place à nouveau pour tous ceux qui ont pas eu la chance de la voir l'année dernière. Ouais. Il faut une trace des Jeux Olympiques qui reste. Comme ça, on sent toujours la fête à Paris. 35 000 personnes s'étaient agglutinées pour voir le célèbre ballon d'hélium de 20 mètres de diamètre. Désormais, il tapissera le ciel parisien chaque été, jusqu'aux prochains Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. Et ça, c'est vraiment joli à regarder en fait. Parce que la France, elle est souvent aux avant-postes en fait pour des belles choses comme ça, comme la Tour Eiffel, le Louvre. Pour illuminer la nuit et les regards, cette prouesse technique a nécessité beaucoup de travail sur la terre ferme, jusque dans les derniers instants. Il y a du stress, c'est un spectacle, donc on a beau avoir répété, on veut que le spectacle soit réussi. La vasque que vous avez vue l'année dernière était un prototype. Tout a été amélioré depuis. L'étanchéité des 40 projecteurs et des 200 brumisateurs, par exemple. Vraiment, ce qu'on a fait là, c'est s'inscrire dans la durée, avec quelque chose qui va être plus durable, et qui surtout va être réutilisable d'une année sur l'autre. La montgolfière devra fonctionner 300 jours au lieu des 30 pendant les Jeux de 2024. Certains espèrent déjà que son existence soit prolongée. Et symboliquement, cette inauguration a eu lieu le 21 juin, premier jour de l'été, mais surtout soir de la fête de la musique. Moment sans doute le plus éclectique de l'année, avec dans les rues, vous allez le voir, tous les styles musicaux et toutes les générations. Lina Boudjeroudi et Noah Darcel. Des pas de danse, baguettes et viennoiseries en main. Ces danseurs n'ont qu'un objectif, régaler leurs oreilles et leurs papilles. L'ambiance, et on peut manger en même temps, donc c'est idéal. En plus il fait chaud, donc on a besoin de manger, de boire, c'est parfait. La fête de la musique, c'est avant tout du partage, l'occasion de faire vivre les traditions locales. Ici, ce quai parisien prend des airs de Bretagne. Au menu, quelques accords et ça bombarde. Là, c'est une occasion supplémentaire. On est à Paris, on a ramené un petit bout de Bretagne. C'est parfait. Je dois vous laisser, il faut que j'aille danser. Plus inattendu, des patineurs d'un jour ou plus expérimentés font rouler leurs patins en rythme. Laetitia chose des patins pour la première fois. À la base, je cherchais des lieux un peu cool dans Paris pour faire la fête de la musique et découvrir un peu des styles. Et je me suis rendu compte qu'il y avait ici un lieu où on pouvait écouter de la musique, danser et s'initier au roller. On est venu avec des copines pour tester et c'est vraiment très cool. Fraîcheur, soleil et musique. À Luc-sur-Mer, les mélomanes se sont donné rendez-vous sur la plage. De l'océan et du rock, ça électrise. Un moment pour s'amuser, profiter, avec de la bonne musique. Je le trouve chouette, ça permet de découvrir des musiques complètement différentes de ce qu'on a l'habitude d'écouter. Donc ça donne un peu de nouveauté. Puis on est quand même dans un cadre super chouette, quoi. Pour cette 43e édition de la Fête de la musique, plus de 18 000 concerts ont été organisés partout en France. Venons-en maintenant à cette affaire troublante à Disneyland. Une partie du parc avait été privatisée pour un mariage, mais les employés ont donné l'alerte quand ils ont vu arriver une fillette de 9 ans et un homme de 22 ans. Il s'agirait en fait d'une mise en scène, mais plusieurs personnes ont fini en garde à vue. Récit signé Paul Gély, Philippe de Poulpiquet et Georges Brenier. Entre deux séances de photos souvenirs, les visiteurs du parc ont de quoi s'interroger ce matin. En fait, je comprends pas du tout. Je comprends pas du tout, ça m'a choqué vraiment quand j'ai vu ça. Carrément, j'ai vraiment cru que c'était une blague. La mariée, elle avait 9 ans et le marié 22 ans. Non, j'y crois pas. J'y crois pas. Hier, la mère de la jeune fille qui a organisé l'événement voulait une journée princesse pour sa fille avec tournage d'un film. Des acteurs étaient payés jusqu'à 12 000 € pour jouer les convives.
Aucun vrai mariage n'était en réalité prévu. En tout cas, même si c'est une mise en scène, c'est déplacé, c'est une fille de 9 ans, il n'y a pas à faire un tel truc, une telle mise en scène, mariage et tout, c'est pas correct. C'est choquant, je trouve ça inadmissible déjà. Comment les responsables de Disney ont pu accepter? Le parc assure qu'il n'était pas au courant de l'âge de la fillette. La réservation était faite pour 2 adultes. Dès l'arrivée des clients sur place, les employés ont empêché l'événement d'avoir lieu. Disneyland a déposé plainte. Un événement privé prévu dans notre destination a été immédiatement annulé par nos équipes après l'identification d'importantes irrégularités. 4 personnes ont été placées en garde à vue. Les examens médicaux montrent que la jeune fille n'a subi aucune violence ni acte contraint. Et il est temps de passer à notre Zoom qui nous emmène aujourd'hui en croisière sur le Rhône, celui que l'on surnomme le fleuve roi. S'écoule de la Suisse jusqu'en Méditerranée, un voyage riche en rencontres et en surprises, signé Sébastien Renouille et Pauline Normand. Ce matin-là, nous avions décidé de nous laisser porter par le fleuve et d'approcher son monde secret. Dès les premiers instants de notre voyage, un passereau esselé allait nous montrer le chemin. Des instants dérobés à l'ombre des forêts, des vignes et des pierres centenaires. Le Van Gogh à Valent pour les ponts de Tournon, les Van Gogh à Valent pour les ponts de Tournon. Nous y distinguions une passerelle conçue en 1825. Pour lui faire traverser les siècles comme suspendu entre Tournon-sur-Rhône et Tain-l'Hermitage, 8 câbles de fer, 2 travées de 90 mètres et ce jour-là, un cycliste heureux. Je vais partir début mai, mais comme avec l'eau, tout ça, la pluie un petit peu, mais il faut faire avec. Hein. J'ai même les chaussettes derrière. C'est la première étape ici, jusqu'à Valence. Ça va être jusqu'à midi. Ah, en une demi-journée, vous faites tout ça? Oui, il y a 22 km. Il devra s'armer de courage pour gravir les pentes où le vignoble s'est accroché. En s'en approchant, nous comprenons que le terrain accidenté, le sol caillouteux, la croûte de terre que percent les coquelicots imposent son rythme à la vigne. Ici, comme tout est fait à la main, on a gardé un système de culture qui est assez ancien. Comme on est sur des terroirs qui sont assez drainants, assez pauvres, on va garder en fait ici 6 bourgeons qui vont pousser dans l'année. Voilà. Mais Jacques et Clément voulaient nous montrer comment le vin prend racine avant même d'être mis en bouteille. Et là, on voit bien tu vois bien le chevelu, ouais. Ça, c'est intéressant. Les chevelus racinaires, c'est-à-dire toutes ces micro-racines, des radicelles et des chevelus, dans la roche-mère, vraiment dans la pierre, qui vont aller se nourrir des cristaux les plus minces. Le sens du mot terroir se trouve dans cette image, au bout de ses racines. C'est la façon de s'enraciner, d'aller puiser l'énergie, les nutriments, la vérité du sol. Affrontons-le, ce sol. Sous la pluie, dans le vent. Son relief interdit toute tricherie. Attends, je pose. Hop. Actionné par un câble et par la main de l'homme, l'outil était déjà utilisé au début du XXe siècle pour travailler la terre dans ce paysage tourmenté. Vous faites ça par tous les temps vous? Non. Que l'hiver ou en été des fois. Il n'y a pas d'autre moyen Ah non. Pourquoi? C'est le truc plus compliqué, on ne peut pas passer le tracteur. Donc tout se fait au treuil dans les coteaux. Sur ces coteaux, près de 30 hectares de vignes donneront naissance à ces vins typiques de la vallée du Rhône, dont les noms Saint-Joseph, Hermitage sonnent comme une douce musique. Instinctivement, quand un vin est grand, quel que soit le niveau de connaissance du dégustateur, vous avez une réaction physique de plaisir.
nous observerons sa robe rubis dont le tourbillon se perdra dans celui du fleuve à l'instant de quitter Tournon. Attendez les gars, faut récupérer un client, il y a un client qui a oublié de rembarquer. C'est bon monsieur. Allez, c'est bon pour la pointe. Naviguer sur le Rhône revient à laisser son regard errer, se déplacer d'une scène à l'autre. Aux confins de l'Ardèche, nous longeons le village de la Voulte-sur-Rhône, son château du XIVe siècle. Au Moyen-Âge, un péage y était établi sur le halage des navires remontant le Rhône. Mais ce fleuve, d'où vient-il? La tête à l'envers et l'esprit vagabond, nous voulions retrouver sa source. Elle nichait à 2300 mètres d'altitude au cœur d'un glacier suisse. 9 km de long, 1000 mètres de large et une petite cascade, la source du Rhône. Il s'y déroulait un événement funeste. Vous voyez ici, il y a 30 ans, c'était encore la glace ici, le glacier. Ça fond tellement vite dans cette période chaude, ça fait plus ou moins 10 cm par jour. Dans 100 ans, le glacier va être disparu et ça me fait très triste. Hein. Dans les galeries creusées par Philippe, la fonte se laissait écouter. Après s'être jeté dans le lac Léman, l'eau glaciaire pouvait alimenter l'un des bras du Rhône où un castor se nourrissait. Ah, voilà, donc là, ça c'est une branche reste alimentaire. Hein. Donc là, c'est le castor qui est venu manger un bout de saule, un bout de peuplier. On voit qu'il n'est pas oxydé, donc c'est frais. Dans le département de la Savoie, Christophe et Rémi veillaient à la préservation de cet espace naturel à l'histoire singulière. À la fin du XIXe siècle, ces bras du Rhône, appelés l'Aune, furent asséchés afin d'augmenter le niveau d'eau dans le fleuve. Par le biais de ces interventions-là, le Rhône a été rendu navigable 11 mois par an, alors qu'il l'était environ à 7 mois par an. Mais depuis une vingtaine d'années, des travaux ramènent l'eau dans les bras morts du Rhône, favorisant le développement d'une extraordinaire biodiversité. Donc tu vois, ça c'est typiquement une aune qui est en bonne santé. Ben là, on a un petit être vivant, on a une petite larve, c'est une larve de libellule. Et le fait d'avoir un milieu qui est en bonne, entre guillemets, qui est en bonne santé, avec ses eaux fraîches, avec ses graviers, il y a tout un tas d'organismes qui en bénéficient. Des oiseaux par centaines, des silures, des truites, des brochets qu'un photographe, Rémi Nasson, a choisi de figer dans leur beauté. Dès qu'on passe la tête sous l'eau, c'est un autre monde qui commence, quoi. Il y a vraiment des décors un peu fantastiques. On l'appelle bras mort, mais c'est la partie vivante du fleuve parce que c'est là où il y a le plus d'espèces en réalité. Donc ils sont indispensables finalement à la vie dans le fleuve. Et pour moi, c'est super génial parce que c'est un endroit magique, à la fois pour explorer et puis pour faire des photos. À bord du Van Gogh, le capitaine n'a guère de temps pour la contemplation. Il doit passer l'un des 167 ponts qui enjambent le Rhône. Chaque trait, c'est 200 mètres, donc le pont, il est dans 2, 4, 600 mètres. Un système hydraulique permet à la cabine de se baisser pour le franchir. Chaque manœuvre éveille un souvenir. Toutes mes vacances, je les passais sur le bateau, donc j'ai fait tous les canaux de France et aussi bien la Hollande, l'Allemagne. Car son père était batelier et sa jeunesse bercée par les escales au gré des transports de marchandises entre le Havre et Conflans-Sainte-Honorine. Écluse de logis neuf pour le Van Gogh, c'est bon, nous sommes amarrés. Ouais, salut papa. Ça va? T'es rentré à la maison là? Ah bon. Écoute, je suis avec TF1. Est-ce que tu aurais une photo de l'arrière-grand-père avec son bateau? Ça m'étonnerait. Taiseux, l'homme allait pourtant nous livrer des bribes de son enfance. J'ai reçu la photo. Voilà. Le Rhône
qui se trouve à Conflans-Sainte-Honorine, actuellement. Et là, c'est mon papa, avec ma grand-mère. Qu'il était en pensionnat à Conflans-Sainte-Honorine, et c'était un internat de bateliers. Une vie à naviguer pour faire de chaque embarquement une première fois. Au cinéma, c'est une histoire vraie qui sort cette semaine sur les écrans. 13 jours, 13 nuits raconte cette évacuation en 2021 de civils afghans avant l'arrivée des talibans dans Kaboul. Un homme y avait joué un rôle crucial, un policier de l'ambassade de France qui avait su à ce moment-là prendre des décisions extrêmement difficiles. Il est incarné par Roche Dizem, Sophie de Vessières et Séverine Fortin. Des images d'actualité inoubliables. Nous sommes en août 2021. L'aéroport de Kaboul est pris d'assaut par des centaines d'Afghans. Des hommes, des femmes, des enfants, prêts à tout pour quitter leur ville tombée aux mains des talibans. Au cœur de ce chaos, une histoire vraie, adaptée aujourd'hui au cinéma. 300 personnes tassées devant la grille, il faut ouvrir. Celle de Mohamed Bida. Il est à l'époque chargé de la sécurité de l'ambassade française, la seule ambassade occidentale encore ouverte à la mi-août. Prise d'assaut par des centaines d'Afghans, des femmes, des musiciens, des interprètes qui craignent l'arrivée des talibans, il décide de les accueillir. Il ne peut pas accepter que la France ne laisse pas rentrer ces gens et qu'ils soient fusillés devant l'ambassade de France. Cette image-là, pour lui, elle n'est pas acceptable. On va être en sécurité ici. C'est l'attente là-bas, on va mettre avec les réfugiés qu'on pourra identifier. Et cet homme, qui connaît bien le terrain, va prendre des décisions, parfois même sans écouter même la hiérarchie ou les ordres venus du Quai d'Orsay. Voici Mohamed Bida. Il a raconté son histoire dans un livre. Après avoir accueilli les Afghans, il réussira à les convoyer avec les ressortissants français jusqu'à l'aéroport, négociant à chaque étape avec les talibans. Il peut me tirer dessus à tout moment s'il veut. You can solve the problem by helping us to evacuate. On est toujours habité par le doute parce que on prend des décisions et on avance pas à pas. Comme je dis, on avance et jusqu'ici tout va bien. Et tant que tout va bien, on continue. Et je suis en permanence en train d'envisager des décisions, en analysant les conséquences de cette décision et en ayant un autre plan, un plan B et un plan C. Voilà. L'opération durera 13 jours, 13 nuits. Entre le 15 et le 28 août 2021, la France évacuera 2805 personnes. Je suis désolé, on ne peut pas les laisser. Et c'est ainsi que se termine ce journal sur LCI Canal 15, édition spéciale toute l'après-midi sur les frappes américaines en Iran et sur leurs conséquences. Sur TF1, je vous retrouve dans un petit instant pour un grand reportage qui va poursuivre sa série sur ces Français décidés à vivre leurs rêves coûte que coûte. À tout de suite.